Le Sénat est en panique, et c'est rare. Mais cette fois, un journaliste vient de tout mettre sur la table. Qui se gave vraiment sur l'inflation alimentaire et qui paye l'addition à la caisse? Pendant que les sénateurs jouent aux faux surpris devant les caméras, on va vous montrer chiffres à l'appui comment fonctionnent vraiment les marges, les péréquations et ce que cache vraiment le prix de votre baguette ou de votre litre de lait. Vous allez comprendre pourquoi Carrefour n'affiche que 2% de marge nette pendant que vos pâtes ont pris 25% en 2 ans et comment on vous fait croire que c'est pour sauver les agriculteurs alors que le producteur touche des miettes. Ce que ce journaliste a expliqué au Sénat et que personne ne vous résume clairement, on va le décortiquer ensemble. Le rôle de l'État, des grandes marques, des distributeurs et surtout du consommateur qu'on maintient dans le flou. Restez bien avec nous, après cette enquête, vous ne regarderez plus jamais un ticket de caisse ni un discours politique sur le pouvoir d'achat de la même façon. J'ai un gros défaut, je suis un obsédé des faits et pas de les travestir. Donc quand vous dites 10% de ce qu'on achète, c'est la matière première agricole, donc le reste, c'est la marge de la distribution, Madame Stévenin, je ne dis pas que c'est faux, je dis que je fais le parallèle. Un boulanger, la farine pèse moins de 10% de la baguette qu'on achète. Est-ce qu'on en dit pour autant que le problème, c'est la marge du boulanger? Non. Ceci est factuel. Vous parlez, Madame Ziane, du dividende versé par Carrefour. Le dividende, ce n'est pas l'expression du résultat. C'est la conséquence de la politique de distribution du résultat. Donc j'ai regardé pendant que vous parliez, 2020-2024, les résultats publics, parce que vous avez raison, ils le sont, et c'est super, de Carrefour, résultat opérationnel courant, qui est l'expression la plus aboutie de l'exploitation des magasins, sur la même période, il est passé de 2,173 milliards, je ne dis pas que c'est rien, qu'on s'entende bien, 2,173 milliards à 2,213 millions, zéro d'évolution. Donc on ne peut pas prendre le dividende de l'évolution, dont je ne dis pas qu'il est faux, je dis juste que c'est une version partielle de présenter les marges. Parce que dans l'absolu, si je voulais tordre la réalité, je vous dirais par exemple qu'en 2000, la valeur de Carrefour, l'action Carrefour en bourse, elle valait 100 euros. Aujourd'hui, elle vaut, le savez-vous, 13 euros. En 25 ans, la valeur de Carrefour a été divisée par 6. Mais si je dis ça, je tords un peu la réalité, comme si je voulais vous faire pleurer sur le sort de Carrefour, ce que je n'ai pas envie de faire non plus. Je veux juste mettre des faits et pas des appréciations. Je comprends l'idée que l'inflation alimentaire soit un problème parce qu'elle l'est socialement, puisqu'elle a été injuste. Sur la période que l'on a vécue, de 2022, 23, 24, les prix moyens sur l'INSEE ont progressé de 12% sur la période, les salaires de 12% aussi à quelque chose près, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de recul de pouvoir d'achat, mais l'inflation alimentaire spécifiquement, sur la même période, a été de 25%. Donc, les familles pour lesquelles la part de l'alimentaire est le plus important, c'est souvent les familles modestes, ont été davantage victimes de l'inflation, et c'est pour ça qu'on a ce ressenti que je ne conteste évidemment pas, et que ça pose un problème social, l'évolution des prix alimentaires. Ensuite, on a le sujet du fait que les prix ne baissent pas, en tous les cas, pas à proportion des évolutions éventuelles de matières premières. M. Carlier a remis un peu de cartésien pour dire qu'effectivement, les matières premières avaient baissé, mais pas autant qu'elles avaient monté. Donc déjà, dans l'absolu, ce n'est pas étonnant que les prix ne rebaissent pas. Et puis ensuite, il faut comprendre, à mes yeux, qu'il y a des effets de cliquet sur certains sujets sur lesquels on ne revient pas. Évidemment que la composante salaire qui est dans les prix que l'on achète, que ce soit le prix en usine ou le prix en magasin, on ne baissera pas. Et puis après, parce que moi je suis là ici pour défendre strictement personne, juste pour vous faire part de mes analyses et du fait que ça fait 35 ans que je m'intéresse à ce sujet-là, sans être un distributeur ou un industriel, juste un observateur. Vous avez dans tous les produits de consommation ce qu'on appelle un prix d'acceptation. Le prix que l'on paye en rayon, il est une subtile alchimie entre l'expression du coût de production et ce que les marques ont vu comme étant un prix acceptable aux yeux du consommateur. Quand aujourd'hui, à cause de l'inflation du cacao, la tablette de chocolat, elle vaut plus de 2 euros, alors qu'elle pourrait valoir peut-être que 1,75 €. On est dans une économie libérale. Je ne vous dis pas que c'est bien, je fais juste avec les règles du jeu sur lesquelles on a un bulletin de vote régulièrement pour les changer si on n'est pas d'accord, nous, citoyens. Les marques, effectivement, elles considèrent que si le client a accepté de payer 2 € le prix de sa tablette parce qu'il y avait des raisons pour la mettre à 2 €, on va tenter
de continuer à lui faire payer 2 euros. En vous disant ça, je fais preuve peut-être de cynisme aux yeux de certains, juste je vous décode des réalités de mécanismes économiques sur lesquels vous n'êtes pas naïfs, enfin je l'espère. Parce qu'espérer que les prix baissent à proportion, c'est faire malheureusement preuve d'un peu d'utopie. Ça, c'est sur les hausses et les baisses de prix. Après, il y a le sujet qui nous anime beaucoup et qui va vous animer, ce sont les marges. Bon. Moi, je m'inscris en faux sur une idée qui consisterait à dire que, par principe, les distributeurs, puisqu'on parle d'eux sur le sujet, font de la prise de marge sur les produits qui sont sains. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Et il faut comprendre pourquoi, avant d'aller se dire, il n'y aurait qu'à dire que sur les produits sains, il n'y a pas de marge, ou il y a du prix coûtant, ou il y a un encadrement. En tant que tel, pourquoi pas? Le politique et sa grandeur, c'est de prendre des décisions. Mais à un moment donné, nous, on est là pour les éclairer. Les distributeurs prennent beaucoup plus de marge sur les fruits et légumes, si on prend le cas des fruits et légumes et des produits frais traditionnels en général, dans lesquels on peut mettre boucherie, poissonnerie, fromage, sans aucun problème. Mais puisqu'on parle du fruits et légumes, oui, vous avez totalement raison, c'est le rayon sur lequel un distributeur se refait la cerise, sans aucun mot. C'est la réalité. Il n'y a pas un distributeur sincère qui passera ici, qui pourra, en ayant levé la main, vous dire que le rayon fruits et légumes, ce n'est pas celui sur lequel il se refait la cerise. Pourquoi? Parce qu'un compte d'exploitation d'un magasin, c'est une péréquation. Mais de la même manière que quand vous êtes un artisan boulanger, vous faites une péréquation entre tout ce que vous vendez. Ou quand vous êtes un abattoir de porc, vous faites une péréquation entre les morceaux qui sont les plus demandés, mais en petite quantité, le filet mignon, comme par hasard, et ceux sur lesquels on en a plus, mais que personne ne veut, c'est les avants et c'est l'épaule, par exemple, qui sont bradés. La péréquation, elle est partout dans l'économie. Moi qui suis aujourd'hui dans le monde des médias, vous imaginez bien que les prix des publicités ne sont pas vendus exactement au même tarif, en fonction de l'horaire de diffusion ou même en fonction du taux de remplissage de la grille. On appelle ça le yield management. Dans un avion ou dans un train, personne n'a payé le même prix, c'est en fonction du remplissage. Ça s'appelle l'offre et la demande. C'est une péréquation. Je veux dire, la péréquation, il faut accepter l'idée qu'elle est partout. Et donc, comme les distributeurs gagnent moins d'argent, ça c'est factuel, sur les produits alors, de marque, ce n'est pas qu'ils soient transformés qui les rend moins rentables. C'est que ce sont des produits de marque. Il ne faut pas mal poser le problème. Si Carrefour, Leclerc, Auchan gagnent moins d'argent sur Nutella, Danette ou les biscuits Lu, ce n'est pas parce que ce sont des produits ultra transformés. C'est parce que ce sont des marques qui les rendent comparables d'un magasin à l'autre. La bataille de prix qui se fait même aujourd'hui de manière quasi automatique avec les aspirations de prix sur les drives et les alignements à la baisse fait que, dès lors que c'est le même produit, les prix sont limités. Et donc, c'est ça l'explication au fait que les marges sont plus basses sur les rayons dits transformés, mais en réalité, ce n'est pas ça le sujet, c'est les rayons de marque, et que comme une péréquation doit se faire, ils gagnent plus d'argent à côté. Comme on a des chiffres publics, c'est une bonne chose. La marge commerciale d'un distributeur aujourd'hui, elle est à 23%. C'est comme ça se mesure, c'est totalement public. Et comme ses coûts sont aux alentours de 21%, sa marge nette, ça aussi c'est totalement public, elle est aux alentours de 2%. C'est comme ça. Voilà. Alors après, ça s'applique à des très gros chiffres. Ça, on est bien d'accord. Mais dans les faits, la marge nette, elle est aux alentours de 2%. Je mets au défi tous les bien-pensants des surmarges de piloter une boîte où le net est à 2%. Ça veut dire qu'au moindre écart, on passe sous le niveau de la mer, faut le savoir. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ça s'applique à des tellement gros chiffres que les sommes sont grosses. Je vous l'ai dit pour démarrer, Carrefour, son résultat opérationnel courant, c'est un peu plus de 2 milliards 200 millions d'euros. Mais ça ne fait jamais que 2%, pour le coup. Bon, voilà. Et puis ensuite, juste pour terminer sur des propositions, j'entends l'idée qu'il faudrait revenir sur le SRP plus 10 parce qu'il n'a servi à rien. Alors sur le constat, on est totalement d'accord. Le ruissellement n'a pas eu lieu. Je me rappelle d'un patron d'enseigne qui s'appelait Serge Papin, qui avait théorisé cette formule-là de manière très efficace et qui disait « il ne faut plus que le coco de Paimpol finance le coca d'Atlanta ». Puisqu'en gros, c'était pour dire, il y en a marre que les marges soient trop grosses sur les fruits et légumes pour payer le reste. Ce que je vous ai décrit, ça veut dire que notre actuel ministre, et pour le coup, la péréquation, il la voit très bien. Et donc, il avait théorisé l'idée que si on oblige les distributeurs à gagner de l'argent sur les produits marketés, ils vont du coup être moins gourmands sur les produits fruits et légumes. Ce qui est totalement vrai, parce que pour le coup, c'est bien parce qu'on ne gagne pas assez, disent les distributeurs, et c'est factuel, sur les produits de marque, qu'ils compensent sur les produits sans marque. Sauf que si on supprime le SRP plus 10, vous accentuez le phénomène, ne vous trompez pas.
Moi, je ne suis pas législateur, je m'en fiche de ce que vous choisirez. Mais vous accentuerez le phénomène. Si on veut faire baisser les marges sur les produits non transformés, fruits et légumes, boucherie, fromage, il faudrait au contraire, je ne vous dis pas que c'est ma position, il faudrait faire du SRP plus 20. Parce que ça obligerait à marger au moins à 20% le Nutella, le camembert président, les biscuits lus, pour ensuite pouvoir être moins gourmand sur les fruits et légumes. Ne vous trompez surtout pas d'analyse sur ce sujet-là, parce que ça serait extrêmement coupable de vouloir enlever le SRP, plus 10, pour faire baisser les marges sur les fruits et légumes. Ça produirait exactement l'effet inverse. Et puis alors, et les prix coûtants... Non, mais c'est factuel tout ça. Excusez-moi. Non, mais je pense que ici, je suis le mec qui voit la distribution de plus de l'intérieur que n'importe qui depuis 35 ans. Donc je peux vous parler d'un contexte de distributeur. C'est un peu mon métier. Donc, oui, mais c'est un fait. C'est un fait. Si vous faites tomber le SRP plus 10, vous augmentez le besoin de marge sur les produits qui peuvent le supporter. C'est comme ça. Et puis après, au sein même des fruits et légumes, vous avez dans la péréquation un autre problème, c'est le high-low permanent sur les prix. La semaine dernière, par exemple, une enseigne Intermarché qui vend dans le même magasin, et c'était national, des pommes à 4 € le kilo, c'est hors de prix des pommes à 4 € le kilo, on est en cœur de saison, et qui dans le même temps fait une promo nationale aussi sur les kiwis, 1,98 € les 6, ça fait 33 centimes. Là, pour le coup, c'est vraiment pas cher. Et là, c'est la bulle, hein, c'est 0% de marge. Et donc, vous voyez, en fait, en plus, il y a ce high-low permanent, mais qui illustre bien la péréquation comme stratégie commerciale. On peut le condamner, mais c'est comme ça. Et ma proposition, s'il fallait en donner une, ça serait sur quelques marchés un peu symboliques, d'aller vers le lait, les produits laitiers où la composante matière première est très simple à identifier. C'est-à-dire quand vous achetez du fromage blanc, la composante matière première principale, c'est de très très loin le lait. Quand vous achetez une brique de lait, c'est évidemment du lait. C'est d'aller vers l'affichage du prix payé producteur. Il se trouve qu'à titre bénévole, personnel, d'engagement, je suis administrateur de C'est qui le patron. Pourquoi peut-on vendre un lait à 1,27 € aux consommateurs, ce qui est hors de prix, hein, c'est le plus haut niveau, 1,27 €, parce qu'on le paye 540 € la tonne aux éleveurs, et qu'il y a bien une corrélation entre le prix payé éleveur et le prix payé par le consommateur. Et on pourrait imaginer, sur quelques marchés comme ça, pour tenter de mettre à l'esprit le lien qu'il y a entre le prix payé consommateur et le prix payé éleveur. On ne peut pas le faire sur tout, ça c'est une usine à gaz. Mais sur quelques produits où la composante matière première est très identifiée et très forte, ça pourrait se faire.